Voilà, nous sommes alors en ligne avec Mathias Mougoué, journaliste, content éditeur. Alors Mathias, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir surtout aux Afriques qui m'entendent depuis où chacun des Africains qui sont en train de nous suivre se trouve. Voilà, nous allons donc parler de panafricanisme, un thème aussi important. Alors d'abord, que signifie le panafricanisme? Alors, je vais faire une petite entrée en matière sur le panafricanisme tel qu'il est en train de se discuter ces derniers jours sur les plateformes qui s'intéressent à l'identité, la culture, la présence africaine dans toutes ces articulations et tous ces développements. Le panafricanisme est devenu une notion tellement proéminente aujourd'hui qu'elle a pignon sur rue en ces temps de grands troubles géopolitiques où les identités géostratégiques se heurtent aux défis du progrès humain dans sa globalité. Je veux dire que de façon aussi prévisible qu'incroyable, c'est surtout parmi les Africains que le concept est devenu controverse quand il fait discuter. Le panafricanisme, c'est dans le réseau d'Africains. Je fais bien une nuance, je parle de réseau d'Africains et non de réseau africain. Est tellement sous les feux de la rampe que je trouve regrettable qu'il soit de plus en plus étiqueté comme une attitude défaitiste, de bavard stérile, enclin surtout à claviarder. On parle de Facebook et tous les réseaux sociaux, claviarder en rond sans offrir du concret. D'aucuns jugent l'attitude ou la philosophie panafricaniste comme une réaction puérile, c'est-à-dire que d'enfants gâtés et perdus, en quête d'une identité illusoire dont il faut se débarrasser pour ne pas être en marge de la mondialité. C'est-à-dire que on pense que quand on parle de panafricanisme aujourd'hui, on parle d'un rêve de romantique passionné qui ne conduit nulle part qu'à la haine et à l'autodestruction. Voilà les mots que les Africains ont utilisés pour étiqueter les Africains qui ont à cœur l'Afrique et mettent l'Afrique devant, pendant, après, autour et dans tout. La haine, ça je ne le comprends pas, je ne le conçois pas et je vais le réfuter au fur et à mesure qu'on ira de l'avant dans notre entretien. Voilà. C'est ça justement que l'évolué politique africain postmoderne trace comme carte d'identité de ses adversaires. Et ce sont les mêmes cannes qui s'attribuent le droit de désigner les ennemis de l'Afrique. Le panafricanisme, je suis en train d'y arriver, est d'abord une démarche, un devoir rendu tel par la marche même du temps. On parle déjà de notre histoire, ce qui fait de nous, avec ou malgré nous, des Africains. Le panafricanisme donc, panafricanisme, c'est l'idée que les peuples de descendance africaine ont des intérêts communs et devraient s'unifier. En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'il suffit que, j'ai l'idée que le seul constat qu'ils sont, je redis toujours ce concept souvent dit calme. Moi, je parle vraiment d'une dialectique qui veut unir et rassembler toutes les couches sociales sans foncer dans le politiquement correct qui ne m'intéresse déjà pas, on est déjà d'accord sur ça, ou l'académisme pur qui vraiment mène à l'élitisme complètement sans objet. Donc le constat que les Africains ont, qu'ils sont là que de bêtes partout, en dit long. Parfois l'Africain où il se trouve, le descendant d'Afrique, je parle d'Africain, on parlera de Noirs, on parlera de continental, on parlera d'Africain hors du continent, bref, l'acception d'africainité est tellement transversale que dans le panafricanisme se reversent plusieurs combats et plusieurs géométries comme plusieurs orientations. Nous qui revendiquons cette idéologie, c'est peut-être aussi un mot très lourd, mais on va l'élucider plus tard. Nous nous sommes rendus compte que nous sommes parfois que de cheval ou que de lion, mais jamais tête de rien, ni même tête de rat dans l'autre continent, ce qui rend urgent l'avènement non plus de l'union, mais de l'unité. J'ai mon grand frère Ndengue Roger qui me suit depuis la fin du Sud qui dit toujours que je préfère être tête de rat chez moi que de lion quelque part. Tout à fait. Le panafricanisme est de ce constat où l'Africain est mal aimé, peu citoyen, partout où il se trouve, et de plus en plus, y compris désormais en Afrique. Bientôt on trouvera qu'il y a trop d'Africains en Afrique. Ça, je vous le dis, hein. Et vous savez que ce n'est pas nous qu'on les invitera à se transférer. Les histoires de Lampedusa vous en dit long par rapport. Voilà. Le panafricanisme, outre sa préalable phase embryonnaire, c'est laquelle je dirais peut-être 2 mots plus tard, naît d'une idée du milieu du 19e siècle, qui veut que tous les afro-descendants ont des intérêts partagés,
Oui. et devrait s'unir. C'est un mouvement qui a une certaine influence à ce moment-là aux USA, aux États-Unis, et dans le monde anglophone. Parce que nous qui sommes francophones, nous avons reçu cette mauvaise idée des Français qui sont instigateurs de la francophonie, du fait que tout part de nous et tout ne s'épouse qu'à notre point de vue. Or, en faisant ça, on fait un point de vue francophone qui est profitable au maître de la francophonie qui est la France et le français. L'Africain doit se rassembler à ses frères, quel que soit les clivages linguistiques. D'abord, personne n'a rien à nous enseigner sur comment transborder les clivages linguistiques, parce qu'il y a plus de langues sur le continent africain qu'il n'y en a ailleurs sur d'autres continents. C'est pas le français et l'anglais qui vont nous diviser, ou alors le portugais dans certains cas. Nous savons très bien quels sont les défis du rassemblement. Nous savons très bien quel devrait en être le bonheur. Donc, dans le monde anglophone, quand est l'idée du panafricanisme, il y a des soupçons de collaborationnisme à la colonisation. On soupçonne certains d'être en train de jouer plutôt le jeu du colon. Et à ses débuts, il y avait des précurseurs comme Martin Delaunay ou Alexander Crummell. Je parle toujours de la phase embryonnaire. Mais il n'est vraiment pas William Everett Du Bois ou Dubois, puisque c'était un descendant d'esclaves d'une famille provenant des Pays-Bas, avec ce patronyme français, Dubois. C'est lui qui est le théoricien. Quelqu'un a dit récemment qu'il est le sociologue le meilleur qu'ait jamais connu les États-Unis d'Amérique. C'est lui qui théorise le panafricanisme et cherche à divulguer l'idée qui au départ était celle de Marcus Garvey, qui à mon sens est le tout premier, même s'il a été autoproclamé, on le lui reconnaît, il a lancé une idée qui est encore en train de faire des vagues, le tout premier président des États-Unis d'Afrique que nous appelons de tous nos voeux, nous les panafricanistes. Il est donc important pour les heures que nous vivons et où les faits démontrent que la mise en garde contre la recherche de l'unité est une démarche érodée, de comprendre que ce que nous appelons panafricanisme est antécédent à toutes les unions qui ont façonné le monde et la géopolitique actuelle. C'est-à-dire que on nous empêche de déterminer notre ambition. Le panafricanisme était déjà en route avant la SDN, la Société des Nations. Parce que c'est la fin du 19e siècle qui rend le panafricanisme vraiment vulgaire. Mais la Société des Nations n'existe que quand on est rentré dans le 20e siècle et qu'on comprend quelles sont les limites des guerres qui sont en train de diviser le monde et de nous endeuiller. Le panafricanisme est né avant l'ONU. Le panafricanisme est là avant l'Union européenne. Le panafricanisme est un antécédent de l'Union africaine qui a pour devoir, je le répète, d'intégrer et d'inculquer aux Africains la renaissance africaine en termes d'éducation immédiate, dès l'inscription de l'enfant à l'école. Ça se situe dans le cahier de charge du programme qu'avait lancé le président Thabo Mbeki en l'an 2000, quand il parle du temps pour l'Afrique de renaître de ses cendres. Voilà en gros ce que je voulais dire sur alors, mais la définition du panafricanisme. Mais certains, vous avez parlé du panafricanisme avec Dubois et autres, mais certains quand même certains Africains pensent que le panafricanisme a commencé après les indépendances, avec Kwame Nkrumah par exemple. Voilà, c'est pourquoi on pense à ça, parce que nous, on cherche à nous faire exister comme les enfants du monde, alors que nous sommes les parents du monde. Tout à fait. Voilà. Depuis l'Égypte, nous avons donné la civilisation. La civilisation égyptienne est à son 7e millénaire. Les gens nous disent que voilà, on a commencé le 3e millénaire et le monde doit se mettre à l'horloge du 3e millénaire. Du 3e millénaire, unilatéralement décidé par ceux qui veulent gouverner le monde sans associer les autres qui en réalité les ont précédés. Moi, je disais à Lisa Aubrey, une chercheuse de l'université du Texas, si je m'abuse, enfin de la Louisiane, puisqu'elle est originaire de là, qui est en train de faire beaucoup de travaux au Cameroun, c'est aussi pour la reconnexion des Africains et des Afro-Américains, que quand ton heure, c'est-à-dire ton horloge, est réglée à l'heure de l'autre, tu seras ou en retard ou laissé en arrière. C'est ce qui arrive aux Africains. On ne peut pas penser que l'Afrique commence à comprendre la nécessité qu'elle a de réunir ses enfants qu'après les indépendances qui eux-mêmes naissent des pays qui ont été fabriqués de toutes pièces par ceux qui ne nous aimaient pas. Tout à fait. Du Bois arrive à Accra. Et c'est lui qui bénit de l'âme de tous les Africains de la planète l'accession à l'indépendance du Ghana par la magistrature de Kwame Nkrumah. Ça, c'est en 1957. C'est-à-dire que Du Bois, qui avait déjà théorisé le panafricanisme, il avait fait ce voyage-là. Et on ne va pas dire que c'est après les indépendances qu'on se dit « Oh, oups, vous savez, on a le même problème, il faudrait qu'on soit panafricain et qu'on se unisse. » C'est l'Union africaine qui arrive après.
sachons mettre les choses à leur place, surtout suivant la chronologie. Si nous n'apprenons pas de notre passé, nous n'éduquons pas sur nous-mêmes et sur pourquoi il faut éviter ce qui a déjà conduit au malheur, on produit encore des erreurs égales aux cousines, aux erreurs qui ont causé de la douleur en Afrique du Sud, par exemple, récemment, vous et moi on en a parlé, ou en ce moment, ou dans toutes les attitudes du continent noir. Ici, je souligne que le terme continent est un concept lui-même sujet à dilatation qui s'étend jusqu'où les enfants d'Afrique se sont enracinés en communauté. En clair, partout où il y a communauté africaine aujourd'hui, il y a une province d'Afrique. Oui. Voilà. Tout à fait. Alors, allez-y. Je vous disais que l'Union africaine est une idée politique, recevable, justifiable et justifiée, qui découle des indépendances. Le panafricanisme, quant à lui, avait déjà marqué le pas en comprenant que nous étions objets d'une marginalisation vis-à-vis de l'histoire. Il y a un monsieur pas très grand de taille dernièrement qui avait dit que nous n'étions pas assez rentrés dans l'histoire, alors qu'ils sont venus rentrer dans notre histoire et ils ont voulu nous en déposséder. Tout à fait. Voilà. Je ne pense pas que parler de son Afrique, parler de la promotion de notre identité et même de notre parcours, qui a encore beaucoup de choses à écrire dans le futur de ce monde, c'est parler de haine. C'est un reproche qu'on fait souvent aux panafricains. Et on oublie que le monde va mal, je vous l'ai déjà dit en 2 occasions, s'il accepte de passer dans toutes les maisons sans passer à la case Afrique, parce que la case Afrique fait aussi partie du monde. Tout à fait. Alors, certains critiques pensent que le panafricanisme est de l'afrocentrisme. Je vais y arriver. Ah, allez-y. Je vais y arriver. Et je tiens à vous dire d'emblée que l'afrocentrisme, à mon sens, est devenu une nécessité. Je ne me cache pas, j'en suis un adepte. Tout à fait. Déclaré. Et je vais vous dire pourquoi. La semence du mouvement afrocentriste aujourd'hui, qui est la phase actuelle du parcours de l'Afrique et du panafricanisme, avait trouvé écho et terrain fertile. C'est peut-être à ça que vous faisiez allusion. Il faut que les termes appropriés soient mis maintenant sur la table. Dans la négritude, qui en est devenue la version pour le monde francophone. Vous savez, on a toujours voulu faire ces oppositions-là, ces antagonismes fabriqués pour diviser. C'est-à-dire du Willy Lynch à 2 balles, dont nous voulons nous départir désormais et sur lequel nous ne voulons plus nous attarder. La négritude est donc devenue la résonante de la voix du panafricanisme dans le monde francophone. C'est compréhensible parce qu'il y avait une partie qui avait désormais le français comme langue véhiculaire. Alors, dès qu'on a intégré ça, on a les bases pour une compréhension profonde du panafricanisme et du pourquoi il est non seulement un devoir, une nécessité, mais incontestablement une mission qui épousera plusieurs aspects suivant nos ambitions qui sont justifiées, je le répète, par le cours du temps. La négritude, telle que le décrivait Césaire, est donc la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de notre histoire, de notre culture. Ça, c'est Aimé Césaire qui a vécu, comme vous le savez, de 1913 à 2008, paix à son âme. C'est un valeureux ancêtre de nous autres. Il le disait dans Liberté 3. Donc, le Martiniquais Aimé Césaire avec le Sénégalais Léopold Sédar Senghor et le Guyanais Léon Gontran Damas, l'un des pères fondateurs de la négritude, qui fut un mouvement de libération culturelle et politique de l'homme noir. On ne peut pas faire un reproche à 3 hommes d'avoir théorisé la libération d'une communauté. Ça, je le perçois vraiment très mal. Le reproche a été fait par d'autres intellectuels, je vais vous en citer un tout de suite, qui a de toutes les façons mon respect. Wole Soyinka, prix Nobel, a dit le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il saute sur sa proie. Il a dit vraiment avec un ton moqueur par rapport aux poètes de la négritude qui ont besoin de tout sauf de dérision. Ils méritent du respect. Alors, à l'intention de ceux qui ont pour l'idéal les yeux bleus, je souligne, on sait d'où ils nous viennent, parce qu'il y a une liturgie qui nous a été inculquée, les yeux bleus de Jésus, et cachent derrière les noms de colonialistes, le nom partout, sahélien, africain ancestraux. Moi je dis que le lion, bien qu'il ne puisse grimper et l'atteindre, ne cache pas au chimpanzé qu'il est un félin. Voilà.
Le tigre n'a qu'à ne pas rugir en Asie, là-bas, il n'y en a déjà pas beaucoup en Afrique. Nous, on est des lions. Il est lion. Je ne comprends pas cette frénésie que certains Africains ont à rentrer sous l'identité du colon pour exister et sembler sympathique. C'est une incongruité qui ne nous est pas favorable. Ouais. Alors, ce concept controversé qu'est le panafricanisme est même accusé de promouvoir le racisme antiraciste. Mais je me demande comment on fait pour définir un racisme antiraciste. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un raciste légitime orthodoxe. Ouais. Qu'on doit gober, avaler, accepter et métaboliser. Si on se met contre, c'est nous les racistes. Voilà. Donc, c'est cette réflexion ça avait été fait dans l'être dans le monde noir. Et elle a toutefois, malgré que c'était de la provocation vis-à-vis des théoriciens de la négritude, elle a quand même eu le succès d'être une pensée féconde à l'origine d'une riche production littéraire et artistique. Et ça a changé le regard que nous portons sur le continent noir. Quoi qu'on dise, la négritude a aussi été une idéologie de libération politique. Il faudrait qu'on le reconnaisse. Maintenant, j'étais la preuve en disant que, bon voilà, les Noirs s'organisent pour détester les autres. Chez moi, n'a pas de sens, pour moi, n'est pas recevable. Parce que quand je dis je m'aime, je pense à moi. Ce n'est pas que j'ai pensé détester l'autre. Nous sommes la seule communauté à laquelle on fait ce reproche. Moi, je ne comprends pas pourquoi l'expression de l'amour de soi qui est de plus en plus répandue et de plus en plus vulgarisée chez les Africains doit faire peur et au point qu'on veuille d'abord penser à rassurer les autres qu'on n'est pas en train de parler d'elle. Nous ne parlons pas d'elle. Nous remplaçons par des instruments dialectiques et des instruments instructifs ce qui nous a été ce qui a fauché notre parcours avec des instruments diaboliques qui ont même été des armes parfois. Nous n'avons pas d'armes, monsieur Khan. Nous n'en fabriquons pas. On parlait de Boko Haram tout à l'heure. Oui. Nous éduquons seulement les nôtres à comprendre qui ils sont et quel est leur destin et pourquoi ça doit dépendre d'eux, parce qu'il n'est pas du ressort ou du travail des Européens d'enseigner à l'Africain l'histoire de l'Afrique ou le destin de l'Afrique. C'est aussi simple que ça. Alors, si on ne veut pas le comprendre, moi, je ne sais pas, il faudrait plutôt construire d'autres écoles pour mettre d'abord pour faire d'abord une mise à niveau, de façon à ce qu'une fois la compréhension acquise, on puisse parler de la même voie et voir les choses de la même façon. Ça n'arriverait peut-être jamais, mais c'est pas ça qui va nous freiner. Parce que notre élan est un élan fédérateur unificateur qui rejoint les Noirs d'Afrique du Sud dans leur combat et aboutit sur le Black Consciousness, défini par Bantu Stephen Biko comme l'essence, la réalisation par l'homme noir du besoin de s'allier à ses frères autour de la cause de leur oppression. Tout à fait. La couleur de leur peau. Comme c'est malheureux. C'est-à-dire que nous n'avons pas, nous, en Afrique, théorisé la haine ou la domination de notre peuple seulement parce qu'ils ont un aspect qui ne reflète pas la couleur de notre peau. Mais c'est ce qu'on nous a fait subir. Et maintenant, quand nous, on veut s'en émanciper, les gens nous disent attention, c'est vous les méchants. Alors que c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais comment est-ce qu'on peut concevoir que une race, beaucoup de scientifiques n'aiment pas qu'on utilise ce mot. Moi, je suis un érudit d'anthropologie, je l'utilise. Les individus se distinguent autant par individu, les humains se distinguent autant par individu que par communauté. Alors, mais ce qui n'est pas justifiable, c'est le racisme. Parce qu'il n'y a rien dans les gènes de l'homme qui justifie qu'on définisse une catégorie raciale et qu'on la destine à la haine des autres simplement parce qu'elle est ce qu'elle est, elle a l'aspect qu'elle a, et ça se voit à fleur de peau. Ça, ce n'est pas justifiable. Il est pourtant compréhensible que chacun a son aspect, et ça doit être intégré, et plus que ça même, accepté tel quel. Alors, nous voulons de ce fait, puisque c'est ça le motif pour lequel on nous a marginalisés et on nous a même martyrisés, en faire un motif de cohésion pour opérer comme un seul groupe. Ça veut dire que ce qu'on nous a inculqué pour justifier la haine, au final, la grande intelligence panafricaine, la grande intelligence africaine, la métabolise et la catalyse comme motif d'orgueil. Tout à fait. Ça mérite plutôt des applaudissements selon moi. L'influx de la conscience en africaine a cousu et influencé les Noirs de part et d'autre, et sur tous les terrains qu'ils occupent. Je parlais tout à l'heure de chaque province, des provinces d'Afrique qui se retrouvent à chaque fois que les Africains construisent une communauté quelque part, et dans tout leur territoire d'existence. C'est pour cette raison que ces étapes que j'ai énoncées tout à l'heure
que moi je juge prodigieuse, ont conduit à un recentralisme qui perfectionne l'assimilation de la conscience de soi chez les porteurs d'intérêt de l'africanité, qui ne sont nuls autres, permettez-le-moi encore une fois, que les Africains. Tout à fait. Donc, cette redéfinition, cette recentralisation a indubitablement éclairé et pavé le chemin avec aboutissement sur la phase contemporaine qui est la nôtre. Et là, je vais y aboutir. Puis, si vous avez autre chose à me demander, on va avancer avec l'énonciation de vos doutes aussi. Alors, cette redéfinition a indubitablement éclairé et pavé le chemin à la phase qui est la nôtre, l'afrocentricité. Donc, je me réclame, et au-delà duquel je vais personnellement, pour ce qui me concerne, moi, Mungo et le Yam, me proclamer. Outre afro-inconditionnel, je suis même afro-obsédé. Maintenant, ceux que ça dérange peuvent faire valoir leur voix, je saurai comment leur répondre. Voilà, tout à fait. Donc, c'est notre droit d'être afrocentriste, c'est notre droit. Le parent qui fait figure de proue de l'afrocentricité dans le monde aujourd'hui, Kente Molefi-Azante, a dit ceci. J'ai fait beaucoup de bavardage tout à l'heure, j'ai dit beaucoup de choses, j'ai mis beaucoup de mots ensemble, mais il a une définition très claire qui est apparue dans son intervention sur l'afrocentricité aux éditions Ménébuc en 2003. Ça se trouve à la page 185. Là, je suis en train de lire. Il a dit ceci. Pour mettre tout le monde d'accord, on ne doit pas mélanger les choses et mettre la haine là où il n'y en a pas. De même que l'Européen australien, qui vit à des centaines de kilomètres de l'Europe, participe au projet culturel européen, l'Africain doit faire partie du projet culturel de l'Afrique, que ce soit à Cuba, ou aux États-Unis, à Haïti, ou au Nicaragua, en Martinique, au Mexique, ou en Guyane, et moi de dire en Europe, parce que les Afro-Européens, ça existe, comme on veut dire aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Donc, vous savez très bien, et vous convenez avec moi, que où qu'il se trouve, l'Européen a pour référentiel le territoire qu'on définit comme Europe, qui est le creuset de la culture dont il fait partie. L'Européen aujourd'hui est africain, puisqu'il y a une population européenne en Afrique du Sud. Mais il n'a pas cessé de développer une conception du monde européen, parce que ça renvoie à son ethnicité. Cela lui est automatique. On va peut-être le légitimer. Mais trouvez mal que l'Africain ait un sursaut de retour aux sources africaines, déjà même en Afrique, avant de songer à l'immigration. Mais je ne comprends pas ces accusations qui d'elles-mêmes tombent comme des poires cuites. Sans fondement, Donc voilà. Voici alors ce qui continue de ne pas marcher, selon l'analyse que je fais du ressenti qu'on a par rapport au panafricanisme, qui lui est vraiment très clair et très honnête comme propos. Au premier chef, la communication, le choix des thèmes et des termes. En un mot, la communication de l'Africain sur lui-même et ses destinataires. Il faut démontrer une attention qui doit, pour le moins, aboutir à une saine réflexion, celle sur nous-mêmes. L'instrument de communication a permis à nos oppresseurs de subjuguer le monde et pas nous. C'est-à-dire qu'ils ont beau faire, nous n'avons pas disparu. C'est tout. Alors, les fortifier dans le démarche qui nous est défavorable serait nous détruire. Et c'est tout sauf intelligent d'être l'agent de sa propre indigence. Soyons votre détergent régent. C'est-à-dire que ce qui a pourri notre existence doit être lavé par la prise de conscience. Nous serons le détergent de l'amalgame pestilentiel dans lequel on nous a plongé. Aucun Européen, à ma connaissance, pour rendre honneur aux Européens, parce qu'on dit que nous avons pris pour des agresseurs, ceux qui sont partis de chez eux venaient nous agresser directement. Nous ne nous faisons que réagir. Et je parlerai plus bas du nationalisme noir. Alors, aucun Européen, à ma connaissance, n'apprécie un ami qui lui ment. Nous savons tous mentir, mais personne n'aime le mensonge. Voilà. L'Européen, tel que je le connais, parce que c'est le continent sur lequel j'ai passé le plus du temps de ma vie, bien qu'étant resté foncièrement africain. Aucun Européen n'aime qu'on lui mente.
Il n'aime pas un ami qui se cache et veut être européen plutôt que ce qu'il est, c'est-à-dire africain. Il n'aime pas un Africain qui est un vecteur de nouveauté, qui ne demande qu'à être accepté et être apprise. Je veux par là dire quoi? Si l'Européen, devant l'Africain, voulait se sentir en face d'un Européen, oui. Il se limiterait à se regarder dans un miroir. L'Européen, c'est déjà lui. Il ne fait pas. Il l'est et il est bien. On les aime, on ne les aime pas. C'est ça, c'est la vérité. Donc on va les apprécier comme ça. L'Européen, c'est l'Européen. L'Africain, c'est l'Africain. Ouais. Donc quand l'Européen vient devant un Africain, il ne s'attend pas à voir M. Dupont parler à la place de Bakary devant lequel il se trouve. Il va entendre Bakary. Tout à fait. Voilà. Donc aux Africains, je dis, jetez vos masques. Et d'où qu'il soit, vos amis vous apprécieront mieux. Pourquoi le fils de Mungwe que je suis doit s'appeler Dupont? Ouais. Dupont vous a dit qu'il voulait une doublure. Il est même plutôt heureux de savoir qu'il est exceptionnel, qu'il est unique. Moi aussi je suis unique, je suis Mungwe. S'il voulait une doublure, ce ne serait plus Dupont, ce serait la doublure de Dupont, mais pas Dupont 2. Oui. Ni Dupont 1, ni Dupont original. Alors on ne va pas arroser nos fleurs pendant qu'il est en train de pleuvoir. Ça n'a pas de sens. C'est un même. Moi, je m'en prends ici directement à ceux qui continuent à se distinguer par des sorties grossières comme... voilà. Vous qui voulez une capacité africaine de parler français ou utiliser des ordinateurs et porter des costards, vous êtes contradictoire. Non. Mais peut-on être aussi lamentablement dépossédé de jugeote? Cela me force à me répéter, et je leur ai souvent dit qu'en Afrique et au Cameroun en particulier, il y a malheureusement plus de diplômés que d'intellectuels. Sinon, qu'ils me prouvent qu'ils ont été à l'école, ils cessent de confondre identité et culture. Voilà le cas des questions, Kad. Voilà. Voilà le cas des questions. Le docteur Koumadoumé disait que le vêtement, l'ordinateur, le téléviseur, je ne sais pas, le javelot, ça fait partie de notre épanouissement. But before that, avant ça, what is our identity? C'est ce qu'on revendique. Point barre, on ne confond pas les combats. Ouais. Voilà, nous sommes tous censés et conscients d'arriver à nos aspects identitaires, des détails culturels qui passeront au tamis de l'intégration en s'accordant avec ce que nous sommes et voulons transmettre de nous. Je suis en train de parler français en ce moment, je m'adresse premièrement aux Africains, ils me comprennent, j'en suis persuadé. Ça fait. Ça ne fait ni d'eux ni de moi, de moins qu'Africains. Tout à fait. Voilà, mais il faut savoir sur qui compter. Et je disais à mon petit frère la semaine dernière à Paris, il me disait, mais comment ça se fait que tu n'as rien perdu de l'Afrique, tu as encore ton accent, tu manges africain? Je lui ai dit que, comme disait Malcolm X, on ne va pas en guerre en chantant d'emblée les hymnes à la gloire des généraux de l'armée d'en face. Ouais. Donc en quittant le Cameroun, tu ne peux pas d'emblée renoncer aux Camerounais que tu es, alors que tu ne sais même pas si tu vas arriver. Il y en a qui meurent à Lampedusa, alors qu'ils voyaient déjà l'Europe avec les yeux. Oui. Voilà. Tout à fait vrai. Il faut très bien qu'on le comprenne. L'afrocentricité prend en compte cette nécessité-là et la met au centre de sa réflexion. Donc, je répète ma question. Ce au nom de qui les gens pensent avoir des arguments à nous présenter pour nous convaincre d'oublier notre passé, ont-ils cessé de faire recours aux leurs? Ont-ils cessé de faire recours à leur passé? Non. Et puisqu'ils continuent de faire recours à leur passé et pas au nôtre, en quoi cela nous est-il profitable? That is the question. Si en 2015, on en arrive encore à dire à des défenseurs d'une idée fédératrice de s'ouvrir à l'univers pour cacher l'universalisme déstabilisant que nous propose l'unilatéralisme européen, qui anime les adeptes des vrais fossoyeurs de l'Afrique, Ouais. moi, par provocation, je pense diffuser une pétition pour demander que des classes mixtes entre humains, végétaux et animaux soient créées pour que certains d'entre nous harmonisent leur mental avec justement l'universellement acceptable et cesse le dilatoire qui cible une partie au profit du rien. Puisque l'Afrique fait partie de l'univers, Kan. Tout à fait. Il n'a pas besoin de s'universaliser pour compter. Ouais. Cela dit qu'on prend une région de l'univers, on dit, puisque vous parlez de vous, vous n'êtes pas dans l'univers. C'est grave. Mon Dieu. Moi, je n'ai plus de qualificatif pour dire quelle note je donne à une pareille réflexion. Mais c'est vraiment offensif pour le reste parce que moi, j'ai déjà mon idée des personnes que je lis souvent, que j'enverrai dans cette classe si jamais ma pétition passe et on dit que bon voilà,
il faut mettre les humains, les végétaux et les animaux dans la même classe pour que chacun comprenne la distinguer identité et culture. Les Italiens disent parfois, les Italiens disent roba d'amati, pour parler en français juvénile, ça se traduit par une histoire de ouf, une histoire de fou. C'est-à-dire que dans cette chasse à l'esprit panafricain qu'on traite pire que sorcellerie, la bien-pensante oublie vite que la construction d'un paradigme se fait par stratégie et l'Africain en est aussi capable. Donc on se comporte comme si les Africains n'étaient pas capables de stratégie. Alors, le panafricanisme parle des descendants d'Afrique, des fils d'Afrique, des afro-descendants. Ils viendront tout de suite me dire, oh voilà, il n'y a pas que des Noirs en Afrique. Voilà, c'est clair, on est bien d'accord. Vous avez bien parlé des Blancs qui se revendiquent africains parce qu'ils sont depuis des générations résidents en Afrique du Sud. Donc ils se réclament désormais autochtones. Mais ils n'ont pas pour autant cessé de penser à l'européenne pour se distinguer. Je leur compte la citoyenneté, c'est de ça qu'il s'agit, africaine. Et je leur fais comprendre que l'Africain aussi est capable de stratégie. On peut se dire, je donne un exemple très clair, bien que l'existence géostratégique ne soit pas directement en accord avec l'identité ethnique. Je ne veux pas dire ceci. Il y en a comme moi, il y en a où je veux dire, contrairement à moi, qui sont en Europe, en nationalité européenne, leur nationalité dit qu'ils sont européens, mais leur ethnicité dit qu'ils sont africains. Voilà. Alors, leur identité géostratégique dit résident en Allemagne, résident en Italie, résident en France. Les Africains aujourd'hui, quand je parle d'afro inconditionnel, savent quel grand panafricaniste a été Gaddafi. Voilà. Voilà, qui, du point de vue de son existence ethnique, est plutôt à renvoyer ou à rapprocher de l'Arabie. Mais puisqu'on parle des fils d'Afrique qui œuvrent pour l'Afrique, les Africains peuvent, oui, aujourd'hui, se dire fiers de Kadhafi, s'ils le désirent, et peuvent le prouver. On peut prouver combien il a œuvré pour la solidarité en Afrique, pour la cohésion, pour qu'on consolide nos acquis et qu'on soit indépendant définitivement. C'est typique simplement des sociétés inclusives qui étendent sur leurs alliés leurs valeurs identitaires. Nous avons malheureusement eu l'impact sur nous des sociétés exclusives qui sont venues d'ailleurs pour nous dominer sur nos terres. Mais l'Afrique a répondu, je dis toujours avec l'intelligence, qui est même aussi à la base du panafricanisme, avec l'intelligence de l'inclusion. Mandela en est un exemple. Donc, mes ancêtres sont miens, mais peuvent au besoin recevoir ma requête de prendre soin de mes amis exactement comme ma mère me remettait des fonds de mamie à construire pendant la récréation à l'école avec mes amis. C'est prévu, c'est intégré, et c'est donc inclusif. Qu'on ne me dise pas que le panafricanisme parle du rejet, du repli d'identité, du gna-gna-gna, du dadada, de haine. Ça ne passe pas. C'est vrai. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de Kadhafi, de Mandela. Alors, que représente, par exemple, Thomas Sankara? On ne peut pas, par exemple, parler de panafricanisme quand même sans penser à Thomas Sankara. On ne peut pas traverser les phases du panafricanisme, arriver à nos jours, nous qui ne sommes qu'en train de développer son présent afrocentrique, sans redonner leurs honneurs à ceux qui ont œuvré, même en très peu de temps, à faire rayonner l'Afrique, en donnant des concepts aussi valables que nous préférons la liberté dans la pauvreté, que la gloire dans l'esclavage, c'est Patrice Lumumba, ou alors la patrie ou la mort. L'Afrique n'est pas négociable. L'Afrique n'est pas une supposition. C'est un devoir. Ça, c'est Thomas Sankara. Ce monsieur a pris seulement 3 ans pour rentrer dans l'histoire, contrairement à ceux qui aujourd'hui nous baratinent avec un panafricanisme des dernières heures, depuis une vingtaine, une quinzaine, une trentaine d'années qu'ils sont là, et ne nous ont toujours vus que comme des adversaires, alors que nous, on voulait passer définitivement à ce que le professeur Bouemambok appelle l'État continental. Sankara a œuvré pour ça. On ne peut pas lui méconnaître son combat. Et la vérité est que quand moi je me trouvais en classe de 4e, le jour du décès de Sankara, ça je l'ai retrouvé dans un article de Sénène Abiamiradon, et à son âme, qui était un journaliste de Jeune Afrique. À ce moment-là, il se trouvait au Cameroun. Le jour où Sankara décède, une nuit tombe sur toute l'Afrique, le ciel nous est tombé dessus.
dans les rues du Cameroun, on pleurait jusqu'à se jeter dans la poussière. Parce qu'on comprenait que l'Afrique allait mal puisque un de ses valeureux fils venait d'être réduit au silence définitivement. Et ce qui nous choque encore plus, c'est qu'on le fait toujours avec ceux qui pensent que la logique de l'agresseur est une logique de conviction et celle à laquelle il faudrait que nous nous arrimions. C'est toujours avec la collaboration de ceux qui parfois nous avaient même baratiné avec des propos très fascinants. Nous faisons quoi qui faisait partie de notre combat, qu'on nous fait ça dur, on nous met des obstacles là où on ne s'attendait pas. Donc nous ne sommes pas dans l'iconoclastie, c'est-à-dire que chercher des icônes sur lesquelles nous endormir et puis balancer des propos qui nous font regretter qu'ils ne soient plus là en laissant le combat. Quand Sankara s'en va, il est sûr qu'il a semé une graine qui va germer. Voilà. On aurait aimé qu'il soit encore là aujourd'hui pour nous entendre parler et faire comprendre que quand le Burkina Faso va dans la rue il y a quelques mois, l'Afrique consciente est derrière. Et c'est une nouvelle victoire pour le panafricanisme parce qu'on est en train d'avancer vers un modèle qui va tracer les contours de l'Afrique de demain, qui, je répète, va au-delà du précaré qu'est cette plaque tectonique qu'on appelle l'Afrique continentale aujourd'hui. L'Afrique va au-delà de tout ça. Et Sankara l'a lui très bien signifié en 1984 quand il visitait les Noirs de Harlem. Il leur offre la possibilité de venir non seulement se ressourcer, mais se perfectionner dans la recherche scientifique universitaire au Burkina Faso. C'est ça être panafricaniste. C'est ça qui rejoint le propos de Bantu Siundik ou alors les prémices de Du Bois. Le désir qu'a l'Africain de s'unir à ses frères de part et d'autre de la planète en sachant qu'ils ont le même combat et ont donc intérêt à se construire un même destin. Voilà. Alors, est-ce que le triste sort de Thomas Sankara ne fait pas peur un peu aux leaders africains d'assumer leur panafricanisme? Ben écoutez, les leaders africains, j'aimerais déjà être content de dire que ce sont les leaders panafricanistes. Ils sont les leaders africains. Ils le sont malheureusement parfois aux yeux de ceux qui ne sont pas africains et qui comptent sur eux pour maintenir le status quo. Il est donc compréhensible que une liberté totale leur fasse peur, telle que l'exigeait Sékou Touré par exemple. Parce qu'on leur enlève la possibilité de grignoter un gâteau déjà qu'ils sont en train de manger abusivement parce que normalement ils ne devraient pas être là si c'était l'Africain qui votait en Afrique. On nous balance souvent des dirigeants que nous n'avons pas souhaités et que nous habituons à accepter tant qu'on préserve la paix. Voilà. Ça aussi c'est bien parce que c'est de l'intelligence africaine. Mais maintenant il faut que nous allions au-delà en reconnaissant que, tel que le disait dans une interview, je me rappelle en 1993, l'archevêque Desmond Tutu, c'est que on ne peut pas continuer à penser que le problème de l'Afrique ce sont les Africains. Ce n'est pas vrai, Kan. Le problème de l'Afrique naît du fait que certains Africains sont désormais plus alliés des Européens que des enfants conscients sur lesquels l'Afrique peut compter. Donc ceux-là aussi sont nos adversaires. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, justement, le panafricanisme d'aujourd'hui, comment vous l'analysez un peu? On parle de l'Union africaine qui tarde à venir. Alors, le panafricanisme aujourd'hui, je vais vous faire certaines allusions et en parlant d'anecdotes directes. Je précise que j'aime toujours ramener la chose dans toutes les latitudes, à tous les niveaux, pour ne pas rester très académique ou alors trop politique. Déjà la politique, je ne sais pas si j'y comprends grand-chose. Le panafricanisme est comme un bacille qu'on a inoculé désormais aux Africains qui rejoint l'Africain partout où il se trouve. Le panafricanisme hors d'Afrique. Mon souci est de toujours sortir des sentiers battus de l'académisme, monsieur Khan. Je veux démocratiser la compréhension du thème. Donc, le savant, le grand frère Molefi Fiazante, dont j'ai parlé plus haut, qui est l'initiateur de la phase qu'on appelle l'afrocentrisme, et dont j'ai ramené ici la définition tout à l'heure, n'avait pas tort de nous faire remarquer que les Africains hors d'Afrique, et surtout les Afro-Américains, des Caraïbes, des Amériques, de l'Amérique latine, des Antilles, sont plus engagés pour l'imposition de la centralité de l'Afrique.
je dis bien Afrique, dans leur imaginaire et dans leur repère quotidien. C'est de ça qu'il est question. L'homme est le vecteur du signifié de sa géographie qu'il transporte avec lui. Et j'explique pourquoi. Les Africains écarquillent souvent les yeux quand on leur dit que je pense que les Africains sur le continent ont plus oublié ceux qui sont partis que ceux qui sont partis ne les ont oubliés. Ça aussi, c'est le parrain Molof Tiazante qui le dit. Et je confirme, je suis d'accord. Comme on dit au Cameroun, je d'accords. Moi, je crois que la Renaissance africaine commence même bien loin par l'ancêtre, le grand maître congolais Simon Kibangu. Ce monsieur devrait figurer au premier chapitre de tous les livres d'histoire du continent quand on parle de genèse de notre modernité. Je parle de Renaissance. Le long et subtil fil qui lie Lumumba et le mène jusqu'à Mandela, en passant par Marcus Garvey, en Jamaïque, Toussaint Louverture, en Haïti, et Tsumbi do Quilombo, au Brésil. Voilà. Alors, mon expérience humaniste a montré que c'est donc vrai, que c'est souvent sur le continent qu'on oublie l'apport de la diaspora. Moi, je dis toujours que de toutes les façons, la grande chance de l'Afrique, c'est l'Africain de l'Afrique. Alors, il y a ceci à retenir. Ceux qui quittent la maman et la maison sont, vous êtes d'accord avec moi, toujours tellement en douleur qu'ils ne l'oublient jamais et s'en souviennent toujours au point où ils pensent que s'ils ne revoient pas leur mère et leur frère, ils ne seront jamais heureux. Ça, c'est ce que le panafricain d'Afrique doit comprendre de la diaspora. Que la diaspora est mal tant qu'elle ne ramène pas son énergie vers l'Afrique. Ça aussi, c'est vrai pour toutes les communautés, qu'elles soient végétales, animales ou humaines. Alors, comme disait mon frère malien Youssouf Koulibaly, qui est en train de nous suivre hier depuis Bamako, on s'est séparé à Miami il y a 10 ans, le jeune homme m'a dit, moi je ne suis pas né en Afrique, mais j'y rentre. Et il a gagné son pari aujourd'hui. Lui, il est natif d'Autriche et ex-étudiant aux États-Unis. Il est rentré définitivement dans son Mali d'origine. Il a dit, chaque plante, mon cher Mungwe, a des racines. Et alors, je lui ai ajouté donc, le manguier refusera toujours de pousser en Norvège. Tout à fait. Voilà. Regardez dans les Africains de la diaspora récente européenne. Ça peut être votre cas, ça peut être mon cas. Ça peut être le cas de Gebrey qui est arrivé, je l'ai rencontré il y a 2 jours, d'Érythrée. Ceux du village s'étonnent que nous parlons encore nos langues. On dit, mais toi tu vas encore à Tchéquie. Mais toi tu as pas oublié le tchèque. Comme on disait à mon ami Gassama, mais tu te souviens de Gorgui ou de Papa Moyo qui est quelque part à Baham au Cameroun là? Ça, on demande ça constamment à ceux qui n'ont fait que 2, 5, 17 ans hors du pays, alors qu'ils sont partis du pays parfois 15 ans avec 23. Alors, je dis ceci, les Italiens ouvrent des pizzerias à Bobo Dioula au Burkina. Le Français transporte son camembert qui ne sent généralement pas très bon partout où il va. L'Américain, avant de quitter New York, veut être sûr que partout où il ira, il trouvera son Coca-Cola qui en plus est un produit toxique. Moi, je dis, jamais sans mon foufou, les gens rigolent. Moi, on me connaît pour ça. Hein. Moi, je dis, tu ne peux pas aller dans un pays que tu ne connais pas en abandonnant dans le seul pays que tu connais qui tu es déjà et ce que tu as déjà. Donc, c'est donc celui du blé qui nous dépossède souvent de notre légitimité dans notre combat de panafricain. On te délocalise lentement comme titulaire de l'espace bantou, sahélien ou kamit, c'est un terme qu'utilisait le patriarche Anta Diop, en insinuant que tu n'es plus un vrai Africain, mais on se défend de t'avoir indiqué la porte de sortie par des expressions ou une dialectique d'exclusion ou de différenciation. Si jamais si jamais parfois ils sont gentils, ils te réservent l'hybridisme, ils te mettent dans un espace humain à un certain milieu en attendant, tu avoues que tu es désormais de la société de ceux qui nous ont jamais aimés, ça dit que tu es un peu européen. Toi là, tu habites chez les Blancs. Quand on dit, avoue que tu es un peu comme moi, je n'avoue rien. L'Africain est très fort quand il doit parler à ses frères de l'Occident en disant, chez vous là-bas, c'est-à-dire l'Occident. Le fait que tu habites en Allemagne, toi, quand, je suis sûr que quand tu rentres au Sénégal, on dit que mais tu rentres chez vous quand. Voilà. Donc, tu es directement devenu identifiable avec l'Occident. Alors que l'Afrique est là et attend. Et attend qu'on ramène notre énergie pour la construire. Ceux qui restent garder la maison s'accommodent de l'argent des exilés, car ils ont encore la maison, ils ont encore la maman, ils ont encore tous les comptes, ils ont encore toutes les clés. C'est la réponse que je voulais donner à un monsieur qui m'a posé cette question depuis le Gabon. Et pour cause, mon expérience dans les Amériques m'a fait retourner mon jugement sur les Afro-Américains. C'est à ça que je voulais en venir. Et comprendre ce à quoi je m'attendais le moins. Les Africains d'Afrique sont plus arrogants envers les Afro-Américains que l'inverse. Ils ont décidé tout seuls
Afro-Américains qui sont, selon eux, la cause de ce qui leur arrive, ne s'intéressent plus à l'Afrique et se sentiraient même supérieurs. Alors qu'il appartient à ceux qui connaissent la maison d'aller tenir la main des perdus et de les retrouver en les reconduisant au bercail. Tout à fait. Malcolm X disait tout le temps, certains sont perdus, mais nous pouvons les retrouver. C'est-à-dire que nous avons le devoir de retrouver ceux qui se sont perdus. La première erreur, par exemple, que font les Africains, quand ils arrivent, on va dire, au Brésil, dans les Antilles, aux États-Unis, prenons cet exemple-là, c'est de chercher à ressembler aux Afro-Américains qui se taisent parfois. Parfois, ils ont honte de communiquer une vérité que moi j'ai découverte en faisant mes analyses sociologiques, en questionnant personne par personne. Et il y a dans la réaction de l'Afro-Américain quand il rencontre l'Africain, cette question que je résume de cette façon-ci. Comment est-ce que tu peux venir te perdre et ressembler à un déraciné comme moi, alors que j'ai besoin de toi qui a conservé mon identité que je n'ai plus, pour comprendre qui je pouvais être? Voilà. Le panafricanisme est très attentif. Comme Molifi a dit que on a plus oublié l'Afrique, on a plus oublié de croire que nous souvenons de l'Afrique, que nous nous en sommes effectivement départis. C'est-à-dire que je vous assure que tout Afro-Américain pense à l'Afrique, y compris ceux que vous rencontrez dans les rues, dans les ghettos, qui vous diront « le thème africain, je ne suis pas africain. » Ouais, toi là-bas, de quoi tu parles? Ce n'est que de frustration qu'ils parlent. Et parfois ils vont t'appeler « ouais, c'est une contactinité. » Ils te disent « mais toi contactinité là, tu viens ici, tu me trouves de quoi ?» Ce n'est que de la frustration. Attention, ça veut dire que tu as les clés pour me retrouver. S'il te plaît, prête-les-moi pour que j'ouvre la porte de l'Afrique et je rentre. Et comme qui est ton compatriote, qui est sénégalais, a dit dernièrement que tout ce qui se passe en Amérique se passe parce que l'Africain n'a pas de patrie hors d'Afrique. Et les Africains américains feraient mieux d'aller parfois même pour un voyage. Même pour un voyage de plaisir, découvrir d'où ils viennent pour comprendre mieux pourquoi ils ne sont pas chez eux en Amérique. Tout à fait. Et quand la dame lui a demandé, mais toi, et quand tu es né en Amérique, tu as la nationalité, il a dit que ça c'est mon existence géostratégique. Moi je suis un Africain d'Amérique. Je suis sénégalais. Tout à fait. Donc, ça c'est très vrai. Ça c'est très vrai. Qu'on ne se trompe pas. Donc, le professeur Lisa Boué, témoin du programme de reconnexion, qui est depuis quelques années en train de travailler en Afrique, et il est en train de ramener au Camerounais ce qu'il appelle les Camerounais, les Africains américains qui ont découvert avoir des origines qui les rattachent à une population du Cameroun. Et l'a souligné dans une de ses interventions, parce qu'il était avec le professeur Bambabo. Donc, les descendants d'Africains qui sont passés il y a quelques siècles, ils continuent de garder jalousement cette image de l'Afrique-là. Tout à fait. Et vous voudrez que ça ne soit pas en train d'accompagner quelqu'un qui est parti de l'Afrique pour l'Europe pour ses études il y a seulement 7 ans, soyons logiques. Voilà. Donc, pour nous, il s'agit de nous ressaisir et de leur offrir le chemin de retour. Et puis vous verrez qu'ils vous diront, quand tu vas en Amérique, ne fais jamais comme les Afro-Américains, en commençant par la façon de parler. Ça, je le dis très clairement. Mais on retrouve perdu deux fois, comme celui qui, une fois, la route oubliée dans la forêt, se met à courir vite alors qu'il s'éloigne davantage. C'est vrai. Il suffit seulement de se retourner et dire d'où est-ce que je suis parti, et il va retrouver le chemin. Mais on les accuse quand même, les Noirs américains, par exemple, de l'autre continent, on les accuse quand même d'abandonner un peu l'africanité parce qu'ils accusent. Vous voulez que les gens qu'on a éduqués à ce haïs n'abandonnent pas cette identité-là, qu'on leur impose de détester? Moi, je redis, c'est à nous de leur dire que, de leur prouver que le monde existe et l'Afrique d'abord, puisque les Américains sont tellement orgueilleux que leur système les a drogués du fait que le monde en dehors d'eux n'existe pas. Tout à fait. 60% des Américains ne savent même pas ce que c'est qu'un passeport, ni à quoi il sert, ni où on le fait. Tout à fait, c'est grave. La première découverte qu'ils font quand tu arrives, c'est que le monde existe en dehors d'eux. Et tu as aussi 2 jambes, une bouche et des cheveux. Ah oui, on est aussi mal barré que ça. Pire encore, si tu fais partie de la couche la plus pauvre de la société, que si tu es un hispano-américain ou un noir américain. Donc c'est plus facile de dire que ne te plains pas parce que l'Africain est pire que toi. Tu es ici en Amérique, au moins tu manges. On te dit ça parce que tu as une maison où il pleut dedans. Donc tu dis que comme tu es américain, tu es mieux. Les gens y croient parce qu'ils ne regardent que CNN. Tout à fait, c'est vrai. Hein? Oui. Ce qui n'aiment pas, je vais vous dire, vous reposez une question très vraie il faut qu'on en finisse. Qui est plus à régler dans la tête des Africains que les Afro-Américains. Je vous dis que celui qui a perdu tout repère avec son identité n'est pas à blâmer. Tout à fait. C'est celui qui conserve les clés, qui doit lui ouvrir les portes. Et qui ne le fait pas, c'est lui que je blâme. C'est lui que je blâme. Voilà. Donc la vérité c'est que personne n'aime admettre qu'il est le fils d'une maman que tout passant déshabille et affiche à la télé pendant qu'il la viole. C'est ça
l'Afrique. C'est ça, mais... Voilà, mes propres neveux, vous parlez des Américains, mes propres neveux que j'ai laissés à Paris il y a 4 jours, oui. qui sont nés en Europe, m'ont dit ceci. Mais tonton, moi je ne vais jamais vivre en Afrique où on doit avoir des cafards et des souris. Mais vous attendez, voilà quelqu'un qui est né ici, qui n'a que 12 ans. Et vous attendez que ceux qui sont partis il y a 500 ans me disent au contraire. Oui. Donc attention à ce que vous voulez enseigner, sinon attendez vous-même à pied. Donc si vous ne prenez pas, si vous ne venez pas avec des images de la beauté de Maman Africa, les Afro-Américains vous trouveront comme un traître. Parce qu'ils attendaient l'espoir venu de la terre d'origine. Tout à fait. Voilà, on leur donne déjà des idées de la puanteur de l'Afrique, dont on a l'impression qu'elle sent même à l'écran, alors que l'écran n'a pas d'odeur. Voilà. Voilà, toi qui viens maintenant apporte de la vérité. Parce que les Africains sont orgueilleux, oui. Nous sommes tous des grands vantards. Tout à fait. Mais nous n'avons pas vanté notre maman. Mais comment est-ce que c'est possible? Alors, moi je l'ai compris, et j'ai eu de très bons rapports sur le continent américain, partout où j'ai été, y compris même en République dominicaine, où il est en train de se passer une tuerie, une discrimination incroyable de nos jours. Oui. On distingue les Haïtiens parce qu'ils sont plus noirs de peau du Dominicain qui est lui plus métissé, plus dépaysé, alors que il ne s'agit pas de deux pays. C'est une seule île qu'on a divisée en deux. En mettant les uns d'un côté, les gens au caractère négroïde, les Haïtiens, et puis bon, les autres du fait de leur ascendance en partie européenne, font la loi et imposent ce que l'Européen a imposé partout. C'est le modèle de référence. Et c'est lui qui dicte la loi et c'est lui qui discrimine. Moi, en comprenant ça, et en partageant mes connaissances de l'Afrique avec ces Africains d'ailleurs, qui sont partis sur le continent américain, j'ai eu de très bons rapports. Et quand moi je quittais l'Amérique il y a 10 ans, j'ai encore des contacts avec des gens comme Youssouf, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont rentrés en Afrique, qui me disent aujourd'hui, je suis au Ghana, je suis au Kenya, je suis au Mali, je suis au Rwanda, je suis en Éthiopie, je suis en Égypte, en Afrique du Sud, en Angola, au Cameroun, au Nigeria. Mais après, il y en a un qui m'a dit, qui est au Sénégal, il m'a dit, mon frère, moi je t'ai connu en Amérique, mais aujourd'hui je suis au Sénégal, je suis marié sénégalaise. Oui, d'où alors ma fiancée est malawite. J'ai trouvé l'homme de ma vie au Soudan. Mais nous, par exemple, nous Africains, nous Camerounais, on dit, le Soudan, mais ça c'est la brousse. Mais il te dit que non, c'est la terre de mes ancêtres. Je suis afro-américain, je n'avais pas d'identité, je suis rentré en Afrique. Peu importe si ça s'appelle le Soudan, j'ai une identité et j'ai épousé une fille du Soudan. Tout à fait. La question qu'il me pose et qui doit choquer les Africains qui pensent toujours qu'ils sont plus européens qu'européens. Toi, tu fais encore quoi en Europe? Ça veut dire quoi? L'Afrique a besoin de toi. Point barre. That is the question. Tout à fait. Pourquoi l'Africain habite l'Europe même sans avoir quitté l'Afrique? Ça dit qu'il y a certains d'entre eux qui sont déjà européens et à qui on refusera éternellement le visa, qui ne quitteront jamais l'Afrique, mais ils vivent leur existence comme s'ils étaient de passage en Afrique. Alors, pourquoi est-on si malheureux si l'Europe vers laquelle nous migrons de plus en plus à chaque instant de notre vie ne nous accepte pas? Pourquoi on ne peut pas construire son bonheur en s'acceptant comme Africain et en se renvoyant soi-même vers l'Afrique dans son travail, dans ses efforts? Le problème, je le dis, je ne le cache plus, je ne veux plus me le cacher parce que j'ai commencé à résoudre ce problème avec moi-même en comprenant combien moi-même j'étais encore loin d'être parfait dans mon identité africaine. Le problème, c'est nous les Africains, les gardiens de la maison. Comment se fait-il que quand je me trouve, quand je revis mes amitiés aux USA, au Brésil ou en République dominicaine, à Trinidad et Tobago, à Sainte-Marine, aux îles Vierges, ils me disent toujours, comment est l'Afrique? Aide-moi à me retrouver. Personne ne m'a dit, est-ce que l'Afrique c'est ce qu'on voit à la télé là? Ils savent que pour ceux qui le leur proposent l'Afrique, c'est ça. Mais pour moi qui viens de l'Afrique, on me demande comment est l'Afrique? What's true about what we see? What is the reality? C'est quoi la réalité? Tout à fait. Comment est l'Afrique? Ça c'est à méditer. Alors je le dis pour chuter, en m'inspirant d'un entretien que j'ai eu avec Spike Lee, le réalisateur de films hollywoodiens qui a des origines camerounaises puisqu'il les a découvertes en faisant son test d'ADN. Moi je me trouvais à Miami avec lui il y a 10 ans. Il me parlait avec fierté de ces origines-là, en m'expliquant pourquoi il vit mieux depuis qu'il sait et se sent moins, depuis qu'il sait qu'il a des origines d'une tribu camerounaise, il se sent moins orphelin. Donc c'est pour revenir à ce que Kente Moulifi Azante disait, la centralité du progrès de l'Afrique est incontournable. Dans son enfance, à Spike Lee, pendant les vacances, ses amis italo-américains rentraient en Italie,
Les Irlandais rentraient en Irlande, les Juifs américains rentraient en Israël, et lui se demandait, moi je vais rentrer où? Personne n'osait dire l'Afrique, parce que l'Afrique était la terre de toutes les saletés. C'est grave. Oh, les Français vendent Napoléon. Oui. Qui pour nous les Africains était un tueur. Ils vendent la Révolution française. On a coupé des têtes. Ils vendent la Tour Eiffel qui n'était que passagère. Où on a l'expo cette année en Italie. Mais quand il y a eu l'expo en France, ils ont mis la Tour Eiffel qui ne devait durer que 5 mois. Mais aujourd'hui, c'est devenu le symbole de Paris. Ouais. Les Anglais ont les Windsor. Ils vendent le Big Ben, ils vendent Shakespeare. Ouais. Les Italiens, par contre, ne font absolument rien pour renouveler leur conscience. Il leur suffit de dire que depuis Jules César, outre le Colisée, qui est l'ancêtre de tous les stades du monde, la fontaine de Trévi, et le Vatican, voilà ce que les Italiens te disent sans frustration. Ils ont 70% de tout ce que l'UNESCO a répertorié aujourd'hui comme patrimoine culturel de l'humanité, et ça leur suffit pour se vanter jusqu'à la fin des temps. Tandis que les Juifs ont le prestige de la Bible, que la Bible nous a inoculé, surtout par manipulation. Alors, puisque la lutte contre le supposé terrorisme a produit ce que Michel Onfray appelle le terrorisme ou l'islamophobie d'État. Vous savez, les humanistes sont tous pareils, parce que l'homme est au centre de leurs préoccupations. Mais après, il existe des idéologistes, comme disait Charanta Diop, en récusant l'attitude des humanistes eurocentristes qui ont vraiment jeté le bas de ce sur quoi le monde fonctionne aujourd'hui et où l'Africain ne se retrouve pas. Alors, il y a des idéologistes, il y a des opportunistes et des ambitieux aux fins politiciennes. Alors, de ce fait, comme je disais tout à l'heure, si on attaque Israël, on est donc en train d'envoyer un message à tous les Israéliens du monde qu'on veut détruire les origines de leur prestige. C'est ce que je disais tout à l'heure dans notre entretien en parlant de Boko Haram. Si on menace Rome, comme les terroristes l'ont fait depuis Daesh, le monde entier envoie la sécurité en renfort pour préserver les 70% du patrimoine culturel moderne que l'UNESCO attribue à l'Italie. Et l'Afrique donc, Khan, nous qui avons été l'alpha du monde entier, j'ai accompagné mon beau-frère qui est venu d'Afrique du Sud au Vatican la semaine dernière, je lui ai dit, bon, prends le casque pour suivre la visite guidée, c'est pas moi qui parle. Il était surpris que partout, à toutes les stations, on disait, ça vient d'Afrique. Ça, c'est des exploitations égyptiennes. Et les Africains ne le savent pas. C'est-à-dire que quand on dit que 70% du patrimoine culturel se trouve en Italie, le Vatican te dit que 70% de notre culturel a été volé d'Afrique. Mais nous, on est là, on s'ajoute, on glorifie le Vatican. Et l'Afrique, on va nous faire ce reproche à d'être afro-centristes. Non. Alors, pour les mêmes raisons, les intellectuels afro-américains n'aiment pas. Ça, il faut, sachez-le. Et Kente Mouli fait un dernier exemple. Qu'on touche à une seule portion de l'Afrique, parce qu'on leur enlève la possibilité de refaire leur identité et de refaire référence à la terre où ils se cultivaient pour recouvrir la provenance de leur énergie. Et donc, si on attaque l'Afrique, les prochains qu'on voudrait examiner sur la liste de ceux qu'on attaque en allant les chercher sur leur territoire, c'est eux. Parce qu'ils ne sont pas des citoyens du monde, ils sont des descendants d'Afrique. C'est comme le panarabisme ne permet pas qu'on aille détruire l'Arabie. Voilà, c'est grave que les Africains ne le sachent pas. Si on touche l'Afrique aujourd'hui, c'est un message qu'on envoie à vous et moi qui vivons en Europe que tous ceux qui proviennent de cette terre-là sont désormais en danger. C'est de ça que Michel Onfray, qu'on ne connaît pas comme le meilleur ami de l'Afrique ou alors des Arabes, parlait une fois à la télé en France en disant que malheureusement on est en train de développer le terrorisme d'État et l'islamophobie d'État. En disant, ok, il y a une interview qui passe là sur YouTube de Netanyahou qui dit il faut s'attaquer à l'islam. Il ne dit pas il faut s'attaquer aux islamistes. C'est grave. Voilà. C'est grave ça. C'est à ricochet ce qui nous arrivera si on ne comprend pas que certains, comme aujourd'hui, s'appellent résistance. C'est grave. Alors, pour l'Africain, le panafricaniste, le destin quand on quitte sa mère, c'est de faire un retour significatif qui nous honore d'être ses fils et elle, notre mère. Mais 54 pays africains n'ont pas d'existence. L'union, c'est notre destin. Tout à fait. La meilleure traduction dans toutes les langues que vous voulez du terme africain, puisqu'on parle de panafricanisme, la meilleure traduction du terme africain, c'est survivant de l'histoire. Tout à fait. Oui, parce qu'avec tout ce qui nous est arrivé, moi je le découvre il y a 5 ans en Afrique du Sud, pendant que j'étais assis devant mon téléviseur, j'attendais un match de la Coupe du Monde. On passe un artiste, comme vous le faites souvent très bien dans votre émission, en passant, moi je salue vraiment, en me mettant debout, le choix
de vos musiques d'accompagnement. Vraiment, votre sélection musicale est excellente, M. Kab. Merci. Donc, ce chanteur rastafarien zimbabwéen, il me mène à ce constat en 2010. Il me dit, il disait dans sa chanson, pardon, How come Africans always survive? Posez-vous la question de savoir pourquoi, malgré Ebola, qui n'est pas nouveau, et toutes les manigances, les Africains ont toujours survécu. C'est pour ça que je dis que la meilleure traduction d'Africain, la meilleure métaphore pour dire Africain, à mon sens, c'est survivant de l'histoire. La réponse est aussi troublante que le mystère spirituel de l'africanité. C'est-à-dire que, comme disait Abio Seniko, qui est l'un des premiers poètes panafricains, un ancien esclave qui a fait sa bataille personnelle pour entrer en Afrique, il disait You are not a country, Africa, you are a concept. L'Afrique n'est pas un pays, ce n'est pas un territoire, c'est un concept. Le professeur Bouemabon dit toujours, en citant Cheikh Anta Diop, le vénérable, que l'État continental est notre seule chance. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on dira bientôt qu'il y a trop d'Africains en Afrique. Alors si nous continuons à nous voter dans ces minuscules États africains-là, que Boko Haram menace en perforant nos frontières de part et d'autre pour nous montrer que pour eux il n'y a pas d'État. En se disant, oh voilà, ici c'est le Cameroun, ici c'est le Nigeria, là on parle Yoruba, on parle Hausa, ici moi je parle de Wondo, je parle Féfé, vous, tout à l'heure vous m'aviez dit, quand on était offline, je veux que les auditeurs le sachent, que vous et moi étions parents, parce que si vous êtes fourbé du Sénégal, la nation fourbée était une avant qu'on ne la dissèque dans plusieurs États, dont le Cameroun aujourd'hui, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Sénégal, le Sierra Leone ou la Gambie. Voilà. Donc ces minuscules États-là sont des créations ex nihilo. Tout à fait. Nous n'avons d'autre chance que de puiser dans notre propre substance pour parfaire cette renaissance africaine qui devra aboutir sur l'État continental africain, ou ce que Marcus Garvey avait déjà appelé à ses débuts les États-Unis d'Afrique. Comme nous, panafricains, afrocentristes, avons pris l'habitude de penser, et moi de dire de croire, parce que nous y croyons vraiment. Ce qui est important est de savoir si le principe de l'identité africaine se retrouvera dans ces États-là. Alors pour moi, plusieurs éléments me poussent à dire que oui. Exemple, je parlais de musique tout à l'heure, et je crois que vous conviendrez avec moi. Si vous faites le jeu de penser en même temps que moi, à n'importe quel chanteur africain, moi je ne pense pas, je veux vraiment revenir terre à terre, qu'il y ait un chanteur africain qui n'a pas dédié un seul titre au continent. Tout à fait. Ou qu'il n'a pas au hasard d'une de ses chansons employées ne serait-ce qu'une fois le mot Africa. Ça c'est vrai. Voilà, vous avez mis Jamou Africa tout à l'heure quand on commençait l'émission. Oui. Voilà, il n'a pas dit Jamou Sénégal. C'est une démonstration d'identité très forte que les Africains ont utilisée pour perfectionner le parcours que nous nous sommes imposés comme devoir. L'État unitaire africain. Et cette démonstration d'identité est très marquée où que je me trouve sur le continent africain. Et chose qui renforce ce constat, ça ne se retrouve sur aucun autre continent. C'est-à-dire que quand moi je vais en Hongrie, je ne trouve pas dans la rue des gens qui me disent je suis européen, bien que l'Union européenne aujourd'hui veuille fabriquer une identité européenne. Moi quand je vais au Burkina, je trouve en fait qui me disent oh mon frère africain. C'est automatique. On a l'impression que le citoyen y croit, mais pas le politique. Voilà. Il faut donc d'ailleurs cultiver cette identité. Autrement, nous continuerons à être à la traîne, la mort dans l'âme, parce que le destin qu'on a prévu pour nous, c'est d'être annihilés. Voilà. Malheureusement. Alors, on a fait déjà 3 minutes d'interview. Juste pour conclure le tout, parce que c'est le panafricanisme quand même, c'est assez vaste. Comment est-ce que ce panafricanisme peut nous aider à vraiment atteindre ce rêve africain de l'unité africaine, de l'union politique du continent? Est-ce qu'un jour c'est possible? Voilà. Concrètement, moi je ne trouve pas pourquoi le Gabon, qui est comme l'antichambre du Cameroun, devrait me demander un passeport pour aller au Cameroun. Vous me demandez comment on peut résoudre. Puisque les citoyens vont plus vite que les dirigeants. Que les dirigeants leur emboîtent le pas en fabriquant le passeport africain. Voilà. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, le passeport africain. Gaddafi est mort en émettant ce vœu-là. Que l'Afrique est son satellite. Vous savez que c'est une des raisons de sa mort. Nous, on emprunte les images pour parler de nous autres aux autres, et on croit qu'ils nous donneront des images dans lesquelles ils disent bien de nous. Non, du tout. Il faut donc que l'Afrique, voilà quelque chose de très, 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 très important. Et moi, je vais souligner
une intervention de Madame Yolande Mukagasana, qui est une Rwandaise, qui disait ceci. Les Africains défendent l'islam et le christianisme qui sont déjà des cultures qui ne sont pas les leurs. Boko Haram ne fait pas les intérêts de l'Afrique. Avant le génocide rwandais et la colonisation, les Rwandais par exemple avaient un dieu unique rwandais. Où est-ce qu'il est passé? Il n'existe pas que le Niger ou le Cameroun, il existe d'autres pays autour. Alors pourquoi appeler la France sous prétexte que le Niger et le Cameroun ne se parlent pas? Gaddafi avait dit, il faut que l'Afrique se construise une seule armée. Pourquoi je vous fais part de ces lignes que je viens de lire, parlant de Yolande Mukagasana? C'est que, en réalité, si l'Afrique a une seule armée, on a une chance, Khan. Et suivez-moi bien. On a la chance qu'un État ne se lève plus pour entrer en guerre contre l'autre, ou qu'une tribu ne se lève pour aller en guerre contre l'autre. Nous sommes 54 pays. Tout à fait. Très schématiquement, ça veut dire que si Khan s'impose par la force des armes, président du Sénégal, et appelle son ami Mungwe au Cameroun qui dit, moi aussi j'ai pris le Cameroun. Et après, par souci d'hégémonisme, Mungwe dit, je vais étendre mon précaré jusqu'au Mali. Quand dit non, attends, s'il arrive au Mali, il va dire non, c'est moi qui cherche ici. Quand entre en guerre contre Mungwe, ça ne va plus se passer si on a une seule armée, parce que si le Mali, si le Sénégal de Khan et le Cameroun de Mungwe entrent en guerre, ipso facto, ils déferlent sur eux 52 autres armées qui sont l'armée africaine. Et donc on aura intérêt à ne plus penser, à ne plus se regarder en chien de faïence. Voilà. Gaddafi avait cette idée brillante d'une seule armée. Il a dit, one army, one passport, one currency. Tu m'as fait la promesse tout à l'heure de parler du franc CFA dans une de nos prochaines, dans un de nos prochains entretiens. Tout à fait, on le fera. C'est aussi ça, parce que l'Africain, les banques nous turlupinent de nos jours. La crise économique qui sévit dans le monde est une crise bancaire parce que les banques ont créé la pauvreté. Nous n'avons plus partout des économies basées sur la production ou alors sur des richesses naturelles. Nous avons des économies fortifiées par des banques qui sont basées sur des choses aussi illusoires que des billets de banque. Bob Marley, qui lui aussi est un chanteur panafricain, disait ceci: one cocoa can fill a basket, but not a dollar. C'est-à-dire que une noix de coco peut remplir un panier, mais pas un billet d'un dollar. On nous a fabriqué des économies qui se basent sur le dollar ou sur l'argent. Le dollar ici n'est que symboliquement employé. Alors que Gaddafi disait que l'Afrique a encore la plupart des richesses que le monde entier utilise pour s'enrichir davantage. Donc on peut faire une monnaie africaine basée sur des avoirs effectifs que nous avons. Voilà les axes sur lesquels vous me demandiez selon moi, de tracer les piliers du panafricanisme. Si on veut faire l'État unitaire africain, nous avons ces défis à remporter, les défis de citoyenneté et de nationalité, un passeport, une monnaie, une armée. Tout à fait. Déjà, c'est un très bon début. C'est un très bon début. Alors, pour justement conclure doucement, alors, comment peut-on aujourd'hui interpréter le panafricanisme aujourd'hui et à l'avenir? Comment voit-on le panafricanisme à l'avenir? Est-ce qu'il y a lieu d'être optimiste? Voilà, proposition. Une question entre nous. Si moi j'étais australien aujourd'hui, est-ce que, en tant qu'être humain, très consciemment, en regardant l'Afrique, ce ne serait pas honnête si je disais que l'Afrique a besoin qu'on s'occupe d'elle? Supposez que je suis australien, je fais ce constat. Est-ce que ce n'est pas un constat réel? Est-ce que ce n'est pas vrai? Tout à fait. Voilà. Pourquoi ça gêne quand l'Africain s'en aperçoit et veut le faire lui-même parce que c'est son travail en tant qu'Africain de s'occuper de son Afrique? Donc, comme panafricanisme, moi je pense que l'Africain doit occuper l'Afrique et s'occuper de l'Afrique pour aider l'Afrique à grandir et rattraper le gap qu'il y a entre elle et les autres. C'est aussi simple que ça, le combat panafricain. Tout à fait. Donc, si oui, l'Afrique a besoin qu'on s'occupe d'elle, c'est le travail des Africains de le faire. C'est aux Africains qu'il revient de le faire. Moi, je ne suis plus borné sur le fait que, pour le Camerounais que je suis, le retour au Cameroun est un retour obligé. Ma priorité, telle que je le disais pour le Cameroun tout à l'heure, pendant que mes frères Pierre et Richard étaient encore en studio, c'est que les Africains voyagent en Afrique.
Moi, je suis très mal quand la plupart d'entre nous se mettent en Europe pour parler de leur continent. Vous et moi en sommes l'exemple aujourd'hui. Mais nous le faisons pour que demain, ça se traduise sur le terrain en Afrique. J'ai rassemblé autour de moi des Africains qui feront comme moi. Un pays africain par an. L'argent que beaucoup de nos compatriotes dépensent dans l'alcool et les cigarettes ou les farotages, comme on dit en Côte d'Ivoire au Cameroun, qu'on envoie à nos petits chéris en Afrique là, parce que le propre de l'Africain de la diaspora, c'est avoir un petit chéri caché en Afrique. Hein. Vous savez ça? Oui. Donc cet argent qu'on envoie morceau là, ça suffit pour aller visiter le chez nous. Je dis que l'Afrique c'est le chez nous. Moi je veux aller au Sénégal. Oui. Moi je veux aller au Kenya. J'ai été en Égypte, j'ai été en Tanzanie. Donc cet argent que nous gaspillons pour mettre des photos avec de beaux costumes sur Facebook, il y a un monsieur qui m'a surpris en route d'autre jour, j'étais en ma bouche, je me disais mais c'est fou qu'on attend souvent la radio où on ne donnait pas l'impression. Je dis que oui, parce qu'il n'est pas lavé sur la cravate. Laisse-moi tranquille. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc cet argent pouvait nous servir pour aller visiter l'Afrique et commencer à construire quelque chose pour qu'elle aille mieux. Alors tu ne peux pas aller dormir chez les voisins sans connaître où on garde les assiettes dans ta cuisine et dans ta maison. Oui. Voilà. C'est comme si Aman Zali, qui est notre représentant de la diaspora de Ngaoundéré, la ville dont je proviens au Cameroun, disait à Ngaoundéré tout d'un coup, on a nos petites querelles là entre nous, c'est de bonne guerre. C'est comme s'il disait que si tu es de Ngaoundéré, épouser une fille de Garoua, peut te faire devenir gouverneur de la Damawa. Ça n'a pas de sens. C'est comme si moi je reste en Europe, je dis que bon ok, le fait que j'ai un cursus européen fait de moi le prochain président d'un pays en Afrique. Il faut que ce soit de moins en moins vrai. Oui. Et que nous soyons nous-mêmes en train de faire des efforts pour ne pas être ceux qui frustreront ceux qui sont restés garder le continent pendant que nous étions en train de faire notre exil de misère hors d'Afrique. Alors, puis depuis l'Europe, l'argent du gaspillage fait devenir l'argent du retour profitable en Afrique. Certains font cette erreur-là et l'Europe devient leur pays. Le Cameroun, leurs vacances et l'Afrique, leur toilette. Sur lequel ils crachent et font leurs besoins en disant que bon, voilà, l'Afrique, moi je ne rentrerai plus jamais écouter, ben regardez qu'est-ce qu'ils fabriquent les Africains. Mais moi, ça me ressemble pas ça. Moi j'ai ma petite maison à Barbès. Voilà. C'est un petit lavage. Voilà, dans mon interview, moi je dis très bien que même quand je parcours le monde, moi, personnellement, Mungwe, je cherche les Afriques du monde au profit de l'Afrique du futur. Certains ici savent de quoi je parle quand ils sont en train de nous entendre pendant que nous parlons. Puisque nous sommes dans des groupes de discussion solides sur l'apport de l'Africain des Afriques du monde à l'Afrique du futur. D'autres voient ces groupes-là comme un ramassis de renégats qu'il ne faut pas fréquenter parce qu'ils ne s'occupent que de leur continent. Moi, je ne m'occuperai pas de ceux qui pensent mal de ceux dont je m'occupe ou s'occupent de ceux qui ont déjà fait leur penseur et leur constructeur. Ils ne m'attendent ni ne m'estiment simplement parce qu'ils n'ont pas besoin de moi. Je parle de l'Europe. L'Europe ne m'attend pas pour construire l'Europe, elle est déjà construite. À la question, par exemple, de savoir où nous étions passés quand l'Europe avait par le christianisme ou alors qu'il eu la main mise sur l'Afrique. Moi, je dis simplement que nous étions là. Mais dans une rencontre aussi douloureuse qu'a été celle de l'Européen et de l'Africain, sanglante telle qu'elle s'est produite, on ne saurait accuser le propriétaire du domicile, tandis qu'on voit bien les méfaits du voleur. L'Afrique qui rencontre l'Europe, c'est simplement un excellent cas d'anthropologie d'impact d'une société exclusive sur la vulnérabilité des sociétés inclusives auxquelles ces sociétés exclusives-là s'opposent déjà par logique même dans la façon de se construire dans son précaré avant d'envisager la rencontre. La violence et la subrogation sont les ingrédients majeurs de ces sociétés qui sont rentrées de façon violente chez nous. Tout à fait. Alors, chez eux, le progrès et la socialisation se conjuguent par la compétition. C'est là même dont la face actuelle, la plus visible, est le capitalisme, qui est un système dans lequel nous, les Noirs, le nègre a été intégré dans le rôle de capital pour inculquer, malheureusement, lequel on a d'abord procédé par l'accaparement de son âme et un lavage de cerveau. Ce qui fait dire que, voilà, aujourd'hui l'Africain vit avec une âme d'Européen. Et puis un jour, ça c'est une ouverture que je faisais, telle que je l'ai dit tout à l'heure, sur la religion. Si vous voudrez, on pourrait nous entretiendrons sur la religion coloniale et leur impact sur notre développement mental actuel. Voilà, pour finir, M. Kani, puis bon, si vous voulez, si on aura quelques minutes, je vous dirai ce que c'est que
le nationalisme noir qu'on nous reproche. Voilà. Pour finir, pour ne pas dire qu'on parle toujours des grands penseurs, des académies, des grands liés, Cheranta Diop par-ci, Aimé Césaire par-là, Modifi Azanté, Boga Ferry de Boys. Moi, la meilleure traduction, ou si vous voulez, définition d'afrocentricité que moi j'ai entendue, provient du chanteur Rastafari ivoirien Alpha Blondy. Il a dit ceci. Puisqu'on nous accuse de rejeter en bloc tout ce qui a même façonné notre modernité d'Africain, c'est-à-dire l'apport de civilisation arabo-berbère ou alors européenne, méditerranéenne et anglo-saxonne. Il a dit, en fait, ce n'est pas vrai. Là, je suis en train de lire, puisque ça, je la garde depuis qu'il en a parlé en 2008. Ce n'est pas vrai que nous n'aimons ni le christianisme ni l'islam. C'est que pour nous, si Jésus a existé, si Mohamed a existé, ou ils sont africains ou rien. C'est une provocation. Non pas parce que nous voulons le prouver. On ne va pas prouver que pour nous assimiler à l'Européen, il faut qu'on organise une idée selon laquelle Jésus était africain. Non. On ne va pas. En réalité, que Jésus était africain ou que Mohamed l'a été, ça ne nous intéresse pas. La vérité, c'est que ce ne sont que des mots. Ce qui nous intéresse, c'est que dans tout ce que tu fais, comme disait vraiment Alpha Blondy, si tu n'as pas mis Afrique dedans là, ça ne nous intéresse pas. Donc dans tout ce que tu fais, mets Afrique devant. Très belle philosophie. L'Afrique a besoin, comme les autres, on fait pour leur terre, qu'on la mette devant. Et la spiritualité, parfois, est la meilleure façon de rendre cette Afrique-là essentielle dans notre combat. Donc, tout ce qu'on va nous proposer, si tu dis aujourd'hui dollar, euro, Jésus, Mohamed, philosophie, dit que tout ce qu'on nous propose, s'il n'y a pas Afrique dedans, du début à la fin, ce n'est pas pour nous. Tout à fait. Donc en réalité, il a conclu en disant ceci, notre vraie religion, c'est l'Afrique. Voilà. C'est une très belle pensée d'ailleurs. Voilà, c'est ça la pensée. C'est ça la pensée. Et moi, malheureusement, quand on dit ça, on dit que voilà, vous êtes des réactionnaires, vous faites un refus d'identité, vous êtes afrocentriste, vous êtes raciste. Moi, j'ajoute ceci à la suite de Malcolm X. Quand l'homme noir respectera l'homme noir, personne ne marchera sur l'homme noir. Et si on peut taper sur les noirs en toute impunité, c'est bien parce que les noirs eux-mêmes se tapent entre eux pour des broutilles. Malheureusement. Alors, justement, alors pour conclure juste rapidement, sur le panafricanisme, alors quelques derniers mots, Voilà, mes derniers mots, c'est ceci. Alors, l'union, c'est notre destin, absolument. Là, comment dire, le nationalisme noir, tel que nous voudrons le définir et tel qu'on nous le reproche. Alors, ceux qui nous convainquent tout le temps de cesser de ressasser le passé, est-ce qu'ils peuvent nous convaincre qu'on vit sans tirer des leçons de ce passé-là? Ou alors, ont-ils cessé de célébrer le leur, puisque c'est souvent les non-africains qui nous font ce reproche? Ils ont tellement mis leur passé dans nos têtes qu'ils ont créé 2 sales guerres, par exemple, avec les qualifications de guerre mondiale valables pour tous. C'est la guerre mondiale qui fait pas dire, voilà, toi l'Africain tu vas combattre. Où nous avons perdu des nôtres par millions. Ça peut encombrer nos livres d'histoire et non nos efforts de réconciliation parlant du passé. Alors, puisque quand tu dis ça, on t'accuse de nationalisme noir et donc de raciste, d'afrocentrique, de politiciens de droite, puisque tout le monde doit obéir aux classifications intellectualistes eurocentrées, en m'entretenant avec mon audience italienne, j'avais dit ceci. On doit avoir l'honnêteté de reconnaître que le nationalisme noir est fondamentalement différent du nationalisme blanc agressif et suprémaciste. Parce que le nationalisme noir est revendicateur et simplement une réaction d'auto-affirmation qui a pour but l'élévation des damnés et tranche nette avec le nationalisme caucasien qui est fait de conquête et de domination. En clair, le nationalisme noir qui fait partie des cahiers du panafricanisme et dont se revendiquent les afrocentristes et l'afro-obsédé que je suis, le nationalisme noir est un nationalisme conscient, un nationalisme de devoir, rendu nécessaire aussi par l'exclusion des autres, sur lesquels on ne se déverse pas en vengeance, mais dont on veut se distinguer pour se réorganiser et se restructurer. C'est un nationalisme intelligent de l'opprimé dans sa nationalité qui exprime
les désirs des Noirs de se libérer de la frustration que le cours de l'histoire a violemment imposée. Le nationalisme blanc, sachons-le, parce que ça s'exprime encore aujourd'hui par le Marie Le Pen et Dada, Matteo Salvini et les droitistes d'Europe. Ça s'est exprimé par l'hitlérisme il y a quelques décennies. Le nationalisme blanc est un nationalisme chauvin. Il inclut le racisme qui est en train de revenir aux États-Unis. Il inclut l'exclusion et n'est jamais une force progressisme puisqu'il a du temps à réserver pour empêcher les autres à s'organiser, à évoluer, tout en faisant évoluer l'humanité entière. Le nationalisme noir peut être positif ou négatif, mais le nationalisme blanc a toujours été réactionnaire, c'est-à-dire violent et néfaste. Quant à nous, le passé nous a abondamment renseigné sur pourquoi nous n'avons pas le droit aux mêmes erreurs que les Européens. Nous n'avons pas le droit au racisme. Et le passé nous dit pourquoi. Nous ne le ferons pas. Nous nous concentrons sur nous. Et ce message, nous devons le porter où que nous nous trouvions. Nous sommes la seule communauté au monde où quand tu dis nous voulons montrer que nous nous aimons, il y a toujours un malin de la même communauté, c'est-à-dire de notre communauté africaine, qui voudra jouer les sages et dira faites attention à ce que les autres pensent, que vous les détestez. On n'en a pas besoin. Nous voulons simplement dire que nous avons décidé d'être nous-mêmes, de nous aimer et de commencer à nous construire en comptant sur nous, en commençant par nous. Parce que la première matière que nous avons en main pour transformer notre destin, c'est la substance humaine africaine, c'est-à-dire l'homme, l'Africain. Qui es-tu? Me voici, c'est nous. L'homme est le chemin, quand je disais, mais avant de courir, il faut savoir se tenir sur ses deux jambes et se mettre debout et marcher. C'est ça que le panafricanisme invite l'Africain où qu'il soit à faire. Avec ça, moi, je crois que j'ai conclu. Nous sommes le deuxième jour du mois d'août. Je souhaite bonnes vacances et à tous vos auditeurs. Et permettez-moi un instant. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma douce épouse qui m'attend à la maison avec mon foufou qu'elle a déjà réservé. Et je lui dis joyeux anniversaire. Joyeux retour solaire. Avec elle, nous voulons compter dans la repartie qu'aura l'Afrique pour construire son destin dans le futur. Moi, je vous remercie énormément pour le temps que vous m'avez accordé. Voilà. En tout cas, merci beaucoup énormément pour votre intervention ici sur les ondes de Radio Bermuda, ici depuis l'Allemagne. C'était donc Mathias Mugwe, journaliste, content éditeur depuis l'Italie, qui nous parlait donc du panafricanisme. J'ai bien aimé cette expression, les survivants de l'histoire. Nous sommes des survivants de l'histoire. À chaque fois que vous parlez d'un Africain, vous parlez d'un survivant auquel l'histoire n'a pas fait de cadeau, mais qui a survécu. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et une prochaine fois. Nous avons énormément de thèmes à aborder ensemble que nous allons fortifier ce lien familial qui est déjà établi. Super. Merci en tout cas et bon week-end à tout le monde là-bas, l'Italie. J'emprunte un mot à la nation dans laquelle tu habites, je dis au Wiedersehen. Au Wiedersehen, ok, ciao. Okay.